Bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette nouvelle conférence. Vous en avez certainement suivi beaucoup. Vous avez parcouru les ateliers, participé aux ateliers. Vous avez parcouru les différents stands. Donc vous êtes déjà bien sensibilisés sur l'enjeu des JOP qui arrivent. Là, on se retrouve sur une nouvelle conférence sur l'organisation et la gestion des effectifs. Donc un enjeu assez important puisque l'objectif, c'est de savoir à la fin de cette discussion, eh bien, comment vous allez pouvoir participer concrètement à ces différentes épreuves, ces différentes missions qui arrivent. Pour relancer cette discussion, du coup, je suis pas tout seul, je suis accompagné et je vais laisser les différents invités se présenter. Bonjour, je m'appelle Noémie Lenormand, je suis la responsable du projet Jeux Olympiques pour la partie sécurité civile au niveau national. Et du coup, on a une petite équipe constituée de 3 personnes pour le moment, avec Théotime ici présent et Juliette qui n'est pas là aujourd'hui. Et mon directeur est Monsieur Vallée. Je laisse présenter. J'ai notre micro, j'ai de la chance, Florent Vallée, donc directeur d'urgence et des opérations. J'ai la chance d'avoir Noémie avec sa petite équipe qui est très grande parce qu'en fait, elle compte sur vous pour la compléter. C'est ça qui est important, c'est 3 salariés pour pouvoir compter sur tous nos bénévoles et tout notre réseau qui vont nous aider pour créer un super événement et une super expérience. Et moi, je suis Rodrigo et je suis le directeur de la Croix-Rouge à Paris. Donc on a vu sur différentes animations de conférences, mais là, cette fois-ci... est pleinement invité à la discussion. Oui, concrètement, là, on se dit comment on va vraiment s'inscrire, comment on va vraiment le faire. Et du coup, c'est représentatif, on a beaucoup moins de monde. Donc, est-ce qu'on a dégoûté les gens? Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, non, c'est fini, les JO, c'est sans moi. J'espère pas. Du coup, pour lancer la discussion, on va avoir plusieurs points. C'est notamment déjà, dans un premier temps, les différents types de missions. Qu'est-ce qu'on va avoir à faire et quels sont les besoins. Voilà. Face à quel enjeu véritablement on va être confronté. Et ensuite, c'est la question de la mobilisation. Comment on va finalement réussir à mobiliser tout le monde. Il y a des choses qui ont été abordées sur les différentes conférences. On va pouvoir rentrer sur le sujet, la stratégie qui est mise en place pour ça. Et comment finalement, après avoir mobilisé, bien évalué les besoins, comment on gère ça en temps réel pendant la phase des JOP, pendant le déroulement des épreuves et des différentes missions. Du coup, Noémie, première question, quels sont déjà les types de missions qu'on va avoir sur la période JO et déjà quelle sera la période? Est-ce que finalement ça se cantonne au temps entre le lancement de la cérémonie d'ouverture et de fermeture, ou c'est un peu avant, un peu après? Quelle est la période où on est concerné par ça? Alors, nous, du coup, on préfère parler de, pas JO, mais de été 2024, parce qu'en fait, les JO ne sont qu'une partie de ce qui va nous attendre pour cet été. Nous, on va se dire que les JO, pour nous, commencent déjà dès maintenant, parce qu'on est déjà dans la phase préparation très active, avec la rédaction, notamment, par exemple, de tous les schémas directeurs de tous les sites des JO. Et donc, c'est déjà beaucoup de travail. On va lancer énormément de travail aussi sur la partie criblage, accréditation et les effectifs qu'on prépare aussi de maintenant. Donc, on est déjà en phase de préparation, mais on va dire que la phase de run, comme on peut l'appeler, commencerait plutôt du coup le 8 mai, date de l'arrivée de la flamme. Et même si officiellement les JO, les Jeux paralympiques se terminent le 8 septembre, on a quand même encore énormément de travail à faire par la suite. Parce que c'est pas parce que les épreuves s'arrêtent que du coup les JO s'arrêtent. Donc on peut établir, on va dire, à partir de mai jusqu'à les fin septembre, on sera déjà dans une grosse phase de run JO. Ok, donc finalement, on n'est pas uniquement sur les 15 jours de compétition, on est bien avant et bien au-delà. Et finalement, pourquoi? Quelles sont les missions? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses avant, des choses après? On a bien compris que pendant la compétition, il y aura les sites olympiques sur lesquels il faudra réaliser du secours, enfin faire du secours et intervenir. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver avant? Quels sont les différents types de missions? Alors, il y a déjà énormément de DPS purs, comme on peut dire, rien que pour les sites identifiés Paris 2024. On est déjà sur plus de 900 dispositifs de secours, donc c'est déjà énorme. Et après, il y a toutes les festivités qui sont autour des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, il y a donc par exemple, l'arrivée de la flamme qui va mobiliser énormément de ressources parce que du coup il y aura énormément d'animation et il y a aussi tous les on va dire la vie classique
de la Croix-Rouge française qui ne s'arrête pas pendant cet été 2024 avec notamment tous les festivals, toutes les férias, enfin tous ces engagements qu'on a déjà de manière annuelle et qui se cumulent avec la partie Jeux Olympiques. Donc parce qu'on a entendu tout et son contraire par rapport à ça, donc tu confirmes bien que je me mets un peu à votre place, hein, je pose les questions qui me viennent aussi en tête, on confirme bien que toutes les missions qu'on avait l'habitude de faire les années précédentes, finalement elles sont maintenues et elles auront lieu pour la plus grande partie d'entre elles, en plus de tout ce que les JO vont apporter en plus. C'est ça, elles seront juste décalées dans le temps. Et là, moi, j'ai pas toutes les dates en tête, mais voilà, il y aura des superpositions de festivités. Et oui, tout se fera de manière un peu simultanée. Donc, un bel été qui nous attend. Ok. Et en type de mission, du coup, il y a bien les épreuves sur les sites. Il y a des événements aussi pendant les JO, des événements sportifs, mais il y a aussi d'autres types d'événements. J'imagine des zones de fans, de supporters, des clubs, des entraînements. Enfin, est-ce qu'il y aura aussi des choses de cet ordre-là? Oui, c'est ça. Il y a toute la partie donc toutes les épreuves, toutes les compétitions et les entraînements aussi de tous les Jeux Olympiques et Paralympiques, comme le marathon, les épreuves sur route de cyclisme. Il y a le triathlon sur la Seine. Donc ça, c'est déjà des belles épreuves. Et après, il y a toute la partie festivité qui aura lieu au Trocadéro. Donc ça dure, je ne sais plus combien de jours exacts, mais il y a 21 jours de festivités au Trocadéro, sur tout l'ensemble du Trocadéro. Donc, c'est quand même déjà aussi un gros dispositif. Après, il y a tous les sponsors officiels aussi des Jeux Olympiques qui vont organiser des événements privés pour lesquels on peut aussi être sollicité. Pour le moment, on ne sait pas, mais c'est à prévoir. Et bien sûr, après, tous les dispositifs mairie et préfecture avec justement toutes les fan zones et toute autre manifestation qui serait liée à cet été 2024. Ok, donc une période, on a tous compris, assez longue, du début mai jusqu'à mi-fin septembre, différents types de missions avec du coup les sites olympiques plus les missions épreuves sportives, etc. Et puis tous les acteurs privés qui peuvent aussi nous solliciter et continuer à nous solliciter. Ça fait beaucoup de missions, beaucoup de secouristes, beaucoup de besoins. C'est quelque chose qui est chiffré, on sait à quoi s'attendre en termes de besoins par jour sur la période qui est... Oui, alors on a estimé en jauge maximum pour le moment, parce que bien sûr ça peut toujours augmenter, mais on serait quand même sur une mobilisation d'entre 600 et 800 bénévoles jour sur certaines journées, notamment le dernier week-end des Jeux Olympiques, où au final le samedi matin il y a le marathon homme, le samedi nuit il y a le marathon pour tous, qui représente 24 coureurs. Le dimanche matin, il y a le marathon femmes et le dimanche soir, il y a la clôture des Jeux Olympiques. Donc déjà, ça, c'est juste un week-end. Donc ça va être bien 48 heures de dispositif à gérer à l'échelle parisienne. Et bien sûr, tout le monde sera là pour vous aider aussi, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a énormément de... Voilà, on peut être sur des journées entre les petites journées, on va dire qu'on est sur 200 intervenants secouristes, et les grosses journées, on peut monter jusqu'à 800. Ok, et je pense qu'on reparlera justement de la manière dont dont ça va être géré et peut-être parler du groupement, etc., comment ça va s'organiser. Juste une dernière chose, on parlait de la vie quotidienne des missions de la Croix-Rouge. Là, c'était très orienté finalement sécurité civile. Est-ce que finalement, il y a aussi toutes les autres activités menées par la Croix-Rouge, notamment dans le secteur social, c'est pris en compte aussi? Alors, dans ma partie à moi, non, je l'ai pas pris en compte. Parce que pour le coup, c'est pas des missions qui sont de mon ressort. Mais de toute façon, la Croix-Rouge française ne peut pas s'arrêter pour les JO. Parce qu'en fait, le monde ne s'arrête pas pendant cette période-là. Il faudra juste absolument s'adapter, adapter toutes nos missions avec toutes ces festivités qui arrivent pendant l'été 2024. Mais il ne faut surtout pas passer à côté de nos missions quotidiennes, bien évidemment. Ok, merci Noémie. Du coup, pour rebondir là-dessus, Rodrigo plutôt, sur l'aspect mission, très orienté sécurité civile, mais finalement la stratégie, c'est aussi de promouvoir toutes les actions, même pendant cette période. Alors oui, je vais bientôt laisser la parole à Florent, même si il essaie de ne pas parler. En fait, là, l'objectif, on est dans une phase où, comme Noémie le disait, on a une partie qu'on connaît, puis il nous reste une partie qu'on ne connaît pas. Dans la partie qu'on connaît, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les sites,
on connaît les événements. Vous voyez, on distingue un peu les deux. Donc les sites, c'est les sites olympiques. En Île-de-France, on en a quelques-uns quand même, pas mal, hein, et en plus des biens importants. Donc sur Paris, on a par exemple le pont des Invalides, on a le Trocadéro, le Grand Palais, et après dans le groupement, on a aussi du coup le Parc des Princes par exemple, mais on a également d'autres sites en Île-de-France comme dans le 93 le Stade de France, le Village Olympique, Vers-sur-Marne, la base nautique, et donc là on a une planification qu'on arrive à quantifier, même si elle est encore soumise à l'aléa des dispositifs qu'on est en train de monter. Quand on parle des marathons, vous voyez, on est encore en réflexion sur comment on le conçoit, comment on le construit. Le marathon, je prends un exemple qui vous parle parce que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette mission. Elle a la particularité que on a l'habitude de faire un marathon qui fait une boucle sur Paris où pour le coup, vous êtes à côté du PK5 et vous êtes à côté du PK20. Et là, on est dans une boucle qui part loin dans les Yvelines et revient par le sud. Donc quand vous êtes à un PK, vous êtes à un PK et c'est tout. Donc ça nous implique aussi de repenser. Et là, il y a un très gros boulot qui est en train d'être fait pour quantifier et répondre à la partie opérationnelle. Ça, c'est pour les sites et les événements. Nous, après, en tant que territoire, on a un rôle de pouvoir concentrer, en tout cas centraliser, la planification prévisionnelle. Donc si je parle aux bénévoles parisiens, on va avoir nos dispositifs habituels qui sont pour le moment tous maintenus. On va avoir la mode Beuvron qui finit le week-end de la cérémonie d'ouverture pour rajouter du challenge. On va avoir un marathon, on va avoir, Noémie l'a dit, une offre de festival en Île-de-France incroyable au mois de juin. Vous allez pouvoir profiter, mais pas trop quand même. On a besoin de vous. Et donc du coup, ça c'est une planification, il faut qu'on la recense, on la remonte, à laquelle vient se rajouter également les dispositifs locaux. Et donc tout ça, ça vous donne toute la liste de tout ce qu'on a à faire. Après là-dedans, on a un rôle avec notamment encadré, coordonné par le siège, de pouvoir faire le lien avec les autorités locales, qu'elles soient les gouvernances ou les directions, de faire le point sur comment on priorise, parce qu'on ne peut pas, même si on a des ambitions, on ne peut pas être partout. Donc il faudra faire parfois des choix, et il faudra qu'on puisse porter ces choix intelligemment selon l'enjeu qu'il y a derrière le partenaire et la volonté que la Croix-Rouge a à être dans ce dispositif. Donc ça nous donne le côté secours, auquel il faudra aussi envisager une aide et une disponibilité. Les férias de Bayonne sont avancées, il faudra qu'on aille et qu'on continue à aller aider aussi d'autres départements sur des missions qui en plus nous plaisent beaucoup et nous permettent de voir et d'apprendre d'autres choses. Et après, vous rajoutez à cette planification en parallèle la planification de l'action sociale. Donc sur la planification de l'action sociale, le but, et vous avez vu au fur et à mesure de la journée, c'est aussi de pouvoir faire émerger la conscience, qu'on ait une prise de conscience claire, qu'il faut aussi qu'on soit sur le volet de l'action sociale et sur notre continuité d'activité, estimer nos besoins par rapport à des activités qu'on connaît déjà, donc les vestiboutiques, les maraudes, d'autres types de missions, et en parallèle les besoins exceptionnels liés à l'événement. Donc on a des discussions avec la ville de Paris, notamment pour savoir, dans le cadre d'une mobilité qui va être fortement perturbée dans Paris, la question qu'on se pose autour des publics fragiles, de leur accès à des dispositifs de droit commun, par exemple. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter avec la ville de Paris et avec Noémie et Florent pour pouvoir leur rajouter à notre planification. Donc vous l'avez bien compris, les semaines qui viennent, l'objectif c'est de recenser tous les besoins et d'inscrire dans ces besoins les besoins qui nous semblent importants. Et notamment, tu parlais, Johan, de l'action sociale, il est évident, et je pense qu'on l'a rabâché toute la journée, la sécurité civile, on y est, on est dedans, et ça peut pas vous échapper. Par contre, côté action sociale, on est aussi dedans, et on a un enjeu de faire preuve de discernement sur où est-ce qu'on veut être, où est-ce qu'on doit être, et comment on prépare tout ça. Une fois qu'on a toute cette planification, eh bien, on envoie à Florent. Trop facile. Et Florent, il va même en rajouter une couche, hein, parce qu'en fait, faut pas oublier que dans sécurité civile, il y a DPS, mais il y a aussi soutien aux populations.
et que sécurité civile, c'est pas que des DPS, c'est tout le soutien aux populations, et c'est toute l'activité qu'on a au quotidien lors de crises, de catastrophes, de situations d'urgence, vous pouvez l'appeler comme on veut, d'Opérex pour chez vous, ou d'Opex. En tout cas, c'est tous ces dispositifs sur lesquels on va devoir faire face. Les JO, ils commencent pour nous tous Croix-Rouge bien avant, puisque on a aussi la possibilité au travers de terres de jeu de mobiliser l'ensemble de nos volontaires autour de la volonté des JO, autour de la santé par le sport, autour des valeurs de l'olympisme, de tout ce qu'on fait au quotidien, et aussi nos personnes accompagnées. Donc on peut faire vivre les JO dès maintenant. En fait, on a déjà commencé, il y a plein de choses qui se font, et c'est dès maintenant qu'on fait vivre les JO, et ça continuera au-delà, parce que ça va jusqu'à fin 2024, peut-être plus loin. En tout cas, on peut faire plein de choses, on peut déjà se mobiliser, faire plein de choses dès maintenant sur tout ça. Faut pas oublier ces actions, faut pas oublier cet ensemble, parce que les JO, c'est pas que sur cette petite période, et c'est une véritable opportunité pour la Croix-Rouge que de se positionner, que de se positionner là-dessus, mais aussi au travers des personnes accompagnées. C'est les personnes qu'on voit au quotidien, qu'on emmène au quotidien, qu'on peut amener vers ces solutions et les faire participer aussi à cette superbe expérience, je l'espère. Comment ça va se passer demain ? Puisque c'était vraiment la question, je pense comment ça va se passer demain. Une fois qu'on aura planifié, une fois qu'on aura les besoins, si on parle juste poste de secours, Noémie n'a pas voulu donner les chiffres, moi j'aime bien, c'est 7777 DPS aujourd'hui, c'est à peu près 5000 intervenants secouristes uniques qu'il nous faudrait s'ils viennent 3 jours, etc. Ça fait des gros chiffres, ça fait peur. C'est 500 places d'hébergement qui vont être dans le 16e pendant 15 jours. Je sais plus combien de VPSP qu'il faut fournir, avec des pics à 150 ou 200. Donc imaginez, c'est énorme, tout est énorme, tout est important. Donc Noémie, vous parle beaucoup de sécurité civile, et il y en a d'autres qui vont travailler sur la partie sur l'accompagnement des personnes. Pour nous, c'est 2 priorités, c'est la réponse à nos engagements et nos engagements du quotidien. Donc c'est les DPS, les contrats qu'on a signés, c'est des contrats, mais c'est aussi la situation d'exception, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit pas présent. Donc il faut qu'on le prévoie, qu'on l'anticipe, et les personnes précaires. La grande précarité. Pourquoi on arrêterait le travail auprès de la grande précarité dans cette période? Donc on se doit d'être là, on se doit d'y répondre. C'est notre engagement. Si on le fait au quotidien, qu'on le fait pas à ce moment-là parce qu'il y a les JO, ce serait complètement absurde. Donc c'est une volonté très forte. Il faut répondre à ça. Donc il faut recenser, planifier, recenser tous les besoins. Et puis l'idée, c'est aussi de faire appel aux autres, parce que la Croix-Rouge française, c'est 16 000 salariés, 60 000 bénévoles. Donc on n'est pas tout seul, peut-être aussi d'autres sociétés nationales. On parlait d'équivalence ce matin, il y a Monaco et Andorre qui ont des équivalences de diplômes, donc on peut aussi s'appuyer sur eux. Ils sont pas super nombreux, mais c'est toujours ça. C'est toujours cette prix. Moi j'aime bien. C'est aussi les ultramarins. La Guyane, typiquement, ils ont trouvé un super plan. Tu n'es pas encore au courant de ça. La Guyane, c'est Pôle emploi qui finance la formation de 12 personnes et qui paye le voyage pour venir renforcer les JO pendant 15 jours. J'ai 12 PSE qui vont être formés et qui viennent gratuitement, j'ai rien à payer. Si, l'hébergement, la bouffe, machin chose, mais c'est pas grave, ça, ils vont bosser, ils vont aller sur les postes de secours. Donc ça me fait 12 personnes en moins. C'est déjà une bonne chose, une bonne base. Mais c'est plein de petites choses comme ça qui vont nous permettre de fonctionner. Après, c'est énorme, 600 et quelques par jour. Si on prend le groupement, c'est 1200. Alors justement, c'est là-dessus, Florent, que je voulais rebondir, parce qu'on parle de la stratégie de la Croix-Rouge face à ces enjeux de sécurité civile et d'action sociale. On sort des gros chiffres, beaucoup de missions, des besoins importants. On se rend compte très facilement que par rapport à ce besoin, Paris, la région Île-de-France, va pas être en mesure de répondre, quand on sait qu'il faut 3 marathons sur 48 heures plus une cérémonie de clôture, quand on voit déjà qu'il faut 500 intervenants sur une journée de marathon, on se rend compte que les besoins sont énormes. Tu donnais déjà des pistes sur l'intervention de autres sociétés nationales ou des territoires ultramarins. Comment est-ce qu'on va réussir à mobiliser en tout cas des personnes pour pouvoir couvrir ces différents besoins? Alors là, des 500 personnes, c'est les 2 mois de dispositif. C'est là le plus dur. C'est 40 marathons pendant 2 mois. Donc 40 marathons tous les jours pendant 2 mois. Donc c'est là où ça se complexifie. Comment s'appuyer? Sur les autres territoires également, sur faire participer à tous l'aventure, à tout le monde l'aventure. Pour ça, il y a plein de solutions. On a l'habitude
sur les opérations d'urgence, d'emmener plein de monde. Irma en 2016, Saint-Martin, un certain nombre qui sont partis en vacances là-bas. C'était 10 jours, c'est je sais plus combien de personnes qui sont parties. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Donc on sait comment 500. Bon, 500 personnes qui sont parties, donc on sait gérer certains volumes. Là, on arrive sur des volumes complètement délirants. Donc en fait, il faut trouver des simplifications. Il y a des modes de fonctionnement que vous avez déjà vous au quotidien pour vos réseaux, pour vos fonctionnements qui peuvent se démultiplier. Donc l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, une maraude, c'est un ensemble de personnes, c'est normé, c'est déjà ça. Un centre d'accueil d'impliqués, c'est pareil, c'est normé. C'est normé, on sait à peu près combien de personnes on a besoin pour ouvrir un accueil d'impliqués. C'est assez simple. Un poste de secours, c'est simple, c'est 4. Un binôme, c'est 2. Jusque-là, je suis pas trop mauvais en calcul. Quand vous faites vos réseaux de secours, quand on organise nos réseaux de secours en Île-de-France, vous prenez un engagement. Chaque unité locale prend un engagement de tenir un réseau de secours à un moment donné, que ce soit une garde brigade, une garde 15, de fournir un camion, donc un équipage, un module de 4. Il prend cet engagement et il prend l'engagement de le faire. Et ben là, on va essayer de les répartir. On va répartir en fait et le dispositif qu'on a en modules et répartir les modules sur l'ensemble de la France. Répartir en fonction du nombre de personnes, du nombre d'intervenants secouristes de chaque département pour que tout le monde puisse participer. Mais c'est aussi répartir donc à Paris pour pouvoir avancer. Ce qui permettra aussi à Paris de ne pas faire que le Trocadéro. À un moment donné, vous aurez peut-être aussi envie d'aller au Stade de France, dans les Yvelines ou autres. Donc, c'est aussi permettre cette diversité d'action. Et ça, si on l'applique pour tout, ça nous permet de faire tourner, d'être moins compliqué, d'avoir un engagement de tous, de faire tourner l'action, de faire tourner les gens sur les différents dispositifs et d'essayer aussi de créer, de garder des groupes quand vous faites des renforts en province ou autre. C'est quand même plus sympa quand vous êtes en équipe ou quand vous avez un bout de l'équipe qui est toujours la même. Donc c'est important aussi de pouvoir avancer avec ça. Alors après, peut-être des gens qui viennent de province, ça peut être 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça peut être 15 jours. Certains veulent prendre des congés durant 15 jours. Donc c'est aussi des choses à prendre en compte. Et des missions, et tout se découpe comme ça, on peut se découper en modules. Il faudra du monde au centre d'hébergement. Centre d'hébergement de 500 places dans le 16e. 500 places. Vous avez 500 personnes du groupement qui vont venir dormir, sachant que s'il reste 3 jours, tous les 3 jours, vous renouvelez pratiquement tout le centre. Hein. Imaginez le travail que ça représente en termes d'accueil, en termes de fonctionnement, en termes d'aide, en termes d'écoute. Ce matin, on parlait de bien-être, on parlait d'arrêt de travail, plus exactement. Parce que moi, j'ai juste retenu l'arrêt de travail. Il faudra une équipe médicale, il faudra un staff médical pour le groupement, pour permettre de prendre en compte les volontaires. Le bien-être, c'est pas que parce qu'on l'a écrit dans la stratégie, c'est aussi, il faut le mettre en œuvre. Donc, il y aura une équipe médicale qui sera là pour s'occuper de nos volontaires. S'il fait chaud, il faudra prévoir des passages dans des locaux climatisés ou réfrigérés pendant X temps pour se rafraîchir aussi. Donc là, ce que tu mets en avant, c'est aussi tous les volontaires dont on va avoir besoin pour gérer et piloter en tout cas l'organisation et la mobilisation. Ok. Comment on mobilise ? On va mettre en place une organisation qui va permettre de mobiliser finalement tout le territoire avec des mobilités selon ce que les territoires vont pouvoir mettre en œuvre. Comment ça va se matérialiser concrètement ? Alors, déjà, la mobilisation, elle a commencé il y a déjà longtemps, mais elle a un point important par le type de journée qu'on a comme aujourd'hui. C'est-à-dire que mobiliser, c'est pas juste dire à des bénévoles, inscrivez-vous, il y a des postes. Parce que dans ce cas-là, ça va être compliqué. Mobiliser, c'est surtout prendre des moments, que ça soit au niveau local, que ça soit dans une journée comme aujourd'hui, pour nous rappeler quel est le sens de cet engagement et quel sens on veut donner à cet engagement. On en a parlé, et Florent l'a évoqué, il y a une stratégie qui a été votée par la Croix-Rouge, encore le mot stratégie. In fine, la Croix-Rouge a positionné de manière claire ses ambitions autour de la sécurité civile comme un enjeu majeur, des publics en situation de grande précarité qu'il faut prendre en compte, d'un événement qui soit plus inclusif et qui soit vecteur d'opportunités de transformation pour nous. Une fois qu'on a fait cette planification, on a un gros travail à faire dessus, parce que on parle beaucoup de l'événement de l'année prochaine, mais il y a les 10 mois qui viennent avant. Déjà, une fois qu'on a planifié, une fois qu'on va sortir de ce 21 octobre, on va commencer à échanger sur la mobilisation de la ressource, et au moins l'estimer.
Pour cela, il va falloir essayer de voir qui est confronté à un double emploi. On a entendu aujourd'hui APHP, enfin infirmier bénévole, mais on a aussi entendu policier bénévole. Et une fois qu'on va avoir tous ces indicateurs et toutes ces personnes qui sont déjà prêtes et nous disent qu'elles ont envie, on va du coup leur proposer, pour la plupart, de les soumettre au criblage. Donc le criblage, qu'est-ce que c'est? Le criblage, c'est le fait de récupérer leurs données d'état civil, de les donner du coup aux autorités pour qu'elles puissent vérifier qu'il n'y a aucun souci pour que ces personnes puissent être employées durant les JO. Il n'y a rien de nouveau, on fait ça déjà sur plein d'autres événements. C'est juste que cette fois-ci, on est sur des volumétries qui nous obligent d'être bien organisés. Ça, c'est le premier point, et ça va commencer très rapidement. En parallèle, la mobilisation, elle passe par le fait d'être en capacité d'être opérationnel à l'été prochain. Et on l'a déjà dit dans une autre conférence, mais on le rappelle, il faut que nos pièces d'identité soient à jour. On est dans une mairie, ça prend parfois du temps, donc n'hésitez pas à le faire assez rapidement. Alors, si des gens ne souhaitent pas passer au criblage ou n'ont pas de pièce d'identité à jour, ce n'est pas grave. On aura plein d'autres actions pour eux. Mais c'est sûr que qui peut le plus peut le moins. Et ça sera toujours plus simple pour nous d'avoir des bénévoles qui peuvent être employés, s'ils le souhaitent, sur différents types d'actions. En parallèle, plein de choses se font en parallèle. On commence à monter au niveau du territoire des cellules pour commencer à préparer à travailler. On a une cellule planification, parce qu'on vous l'a dit, en fait, il faut qu'on arrive à recenser tous ces postes, à commencer à les comptabiliser, à pouvoir travailler avec l'équipe de Noémie pour pouvoir leur donner aussi la matière et la projection qu'on a, nous, sur le territoire parisien. On a une autre cellule opération. Cette cellule opération, les dispositifs se montent et s'articulent, que ça soit secours, mais également social. Il faut les réfléchir, il faut les construire. Ça demande de se poser. Eh bien ça, c'est cette cellule-là qui va venir en appui et pouvoir travailler sur le fond technique de ces sujets. Une troisième cellule va travailler sur la partie communication. Donc cette communication autour de nos événements, comment on essaie. Moi, j'entends beaucoup le fait de on n'a pas l'info, on n'a pas l'info. En fait, on a trop d'infos. Et l'objectif, c'est de réussir à trier l'info dans une organisation qui en a énormément, sans qu'on perde l'essentiel, sachant que chacun a un essentiel différent. Donc là, il y a un enjeu majeur. Et donc du coup, ça, c'est des cellules qui se montent et qui ont pour objectif de pouvoir travailler sur les mois qui viennent. L'engagement et la mobilisation, tu le disais, Johan, là, on va parler pour Paris. Mais non, on va pas le faire seul. Mais d'ailleurs, du coup, quelle opportunité et quelle chance on a de pouvoir, dès maintenant, dire que c'est pas quelque chose qu'on va gérer dans notre coin. C'est une évidence. Et comme le disait Florent, il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petites mobilisations. Mobiliser 8 personnes, 9 personnes, 10 personnes, 15 personnes dans des petits territoires, mais même au sein de Paris, où des unités locales ne sont pas toutes au même niveau, à la même taille, c'est par toutes ces petites forces qu'on va réussir à avoir une grande force et arriver ne serait-ce que sur le côté groupement à 25 000 secouristes, c'est ça Florent? 25 000 secouristes, ce qui du coup commence à être un chiffre bien plus important. Après, cette mobilisation, elle passe surtout et avant tout par vous, par des cadres locaux, par des cadres de proximité. Ce qui fonctionne à la Croix-Rouge, ça n'a jamais été le mail, et ça ne le sera jamais. C'est le fait qu'aujourd'hui, on puisse échanger, qu'on puisse faire vivre une petite flamme sur quelque chose qui nous porte, ou parce que vous adorez les JO, ou parce que vous pensez qu'on a un rôle à jouer sur d'autres volets. Et une fois que du coup on a cette petite flamme, vous allez aller dans des unités locales, dans vos unités locales, parler à vos équipes, les motiver, leur dire il faut qu'on soit là. Et c'est ça qui génère l'engagement. Et même si ça a l'air d'être un travail de fourmi, c'est toujours comme ça qu'on a mobilisé. Et on est assez convaincu que c'est comme ça qu'on va mobiliser aussi notre territoire. Et du coup, en termes de planification et de visibilité, concrètement, comment ça va se passer? Comment, moi, bénévole, je me projette sur l'émission à partir du 8 mai et jusqu'à mi-septembre? Est-ce qu'il y aura des outils spécifiques? Comment je vais m'inscrire? Voilà, comment je fais pour voir tout ça? Tu as l'air très porté sur l'outil et l'outil informatique. Non. Déjà, nous, sur notre niveau, et après, comme ça, on passera la main, encore une fois, à Noémie et Florent. Il est très important. Là, parlons concret, pragmatique. Bon, une fois qu'on vous a dit JO, vous avez, pour certains, connu déjà des dispositifs. Je vais parler de secours, mais le social
a des similarités. Si on vous dit vous allez au Parc des Princes, vous êtes dans une infirmerie, l'infirmerie hôtel, et que vous faites ça pendant 6 semaines, au bout de 3 jours, on a perdu le bénévole qui nous dit en fait t'es mignon, mais il y a 4 murs, je n'ai rien vu, je le vois à la télé et je mange un pauvre sandwich. Donc il est essentiel que le bénévole puisse l'engager de manière générale, puisse avoir une expérience la plus complète possible. Et oui, ça devient très agence de voyage, mais le but c'est de ne pas proposer un mono-engagement. T'es à Paris, t'as le pont, tu te tapes l'escrime, tu adores l'escrime, tant mieux, tu n'aimes pas l'escrime, mince. Tu aimes l'équitation, c'est dans les Yvelines, ah, tu t'es trompé de département. Donc du coup, l'objectif, ça va plutôt être d'aller dans le sens des modules qu'a présenté Florent. Une fois qu'on a une planification, dans un monde idéal, on arrive à avoir une planification nationale qui sera soumise à plein d'aléas, plein d'imprévus. Mais cette planification, ça devient un peu comme lorsque vous êtes à la rentrée à la fac, vous avez tous vos programmes de cours. Eh bien, on a tous les modules à remplir. Et imaginons qu'on a 1000 modules. C'est un chiffre totalement faux, il y en aura plus, mais imaginons qu'on a 1000 modules. On se répartit ces modules entre territoires. Et cette répartition, elle est assurée et coordonnée par le siège dans l'objectif de pouvoir mobiliser tous. Une fois qu'on s'est réparti les modules, eh bien nous on a des modules qui nous sont attribués. Idéalement, et c'est une volonté parce que on s'expose à vous parler de tout ça, il faut y voir aussi une certaine modestie dans le sens où il y a des sujets qu'on n'a pas encore totalement réglés, il y a des sujets qui vont se construire dans les mois qui viennent, mais dans le monde idéal, ces modules, pour vous bénévoles parisiens, ne concerne pas que des activités à Paris. Alors, vous allez peut-être avoir des modules pour aller à Vers-sur-Marne, pour aller au Stade de France. Il y a des cérémonies de clôture, il y a la cérémonie d'ouverture des Paralympiques, mais également aller à Versailles, aller à Saint-Quentin, et pourquoi pas aller à Marseille, parce que la voile sur la Seine, ça se fait pas beaucoup, alors que on a des activités intéressantes dans le sud. On s'inscrit du coup à travers une cellule effective qui sera au niveau du COT, mais qu'on va commencer bien avant, parce que l'objectif c'est de planifier le maximum. Et oui, ça va être quelque chose, on va pas se retrouver le vendredi à dire « Ah, il me manque 490 personnes à trouver d'ici minuit ». Ça va être compliqué. Donc du coup, on va planifier tout au long de l'année 2024, et on va commencer dès les premiers jours du mois de janvier, et on va remplir ces modules. On remplit ces modules, imaginons qu'on a, sur 1070 modules, je dis ce chiffre totalement aléatoirement. Vous prenez ces modules, on s'est inscrit, et en mobilisant du coup les unités locales, les effectifs qu'on a centralisés au niveau territorial, on va affecter les volontaires dans ces modules. Idéalement, les modules, le but c'est qu'ils soient complémentaires. C'est-à-dire qu'il va falloir tourner. Un jour, vous serez peut-être au Stade de France. Le jour d'après, vous serez peut-être dans le corps de réserve de notre association parce qu'il faut qu'on soit en capacité de gérer des situations d'exception. Et à ce titre, on a besoin de personnes qui ne font rien pour pouvoir tout faire. Également, on va avoir des enjeux logistiques. La logistique, on a une vision très humanitaire, pour le coup, dans un dispositif comme ça. C'est-à-dire que la logistique, c'est le nerf de la guerre. La logistique, on va pas pouvoir se contenter d'avoir des équipes logistiques telles qu'on les conçoit aujourd'hui en termes de taille. La logistique va devenir l'affaire de tous. Il va falloir mettre des modules qui vont être dédiés à ça et des modules qui vont être dédiés aussi au centre opérationnel, à l'arrière. On remplit ces modules, on a fait notre liste des courses, on est des bons élèves, tous nos modules sont remplis et on renvoie nos modules à Noémie, qui va nous expliquer un petit peu après comment on aimerait, en tout cas, à défaut d'avoir déjà tous les éléments, mais comment on aimerait l'organiser. Et dans ce monde idéal qu'on vise, eh bien nous aussi, on va accueillir des modules d'autres territoires. Donc d'autres territoires, je prends le 34, l'Hérault. Eh bien l'Hérault a peut-être quelques modules qu'il assure sur notre territoire. Et même si le territoire est en charge du commandement opérationnel de son territoire, donc Paris gérera les problématiques de Paris, c'est déjà pas mal. Du coup, on aura la chance d'accueillir des modules qui sont remplis par d'autres structures, par d'autres territoires, et ainsi pouvoir aussi brasser des expériences et des visions différentes. Puis, dans ces modules, pourquoi pas intégrer des bénévoles d'un jour, des modules qui pourraient être faits pour des bénévoles ponctuels. Pourquoi pas avoir des modules de salariés, des modules d'étudiants infirmiers. C'est là où on a quelque chose à construire qui est en cours de réflexion. La diversité de ces modules, la capacité qu'on aura à brasser des publics très variés,
nous permettra d'avoir des modules variés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir au module que comme un module de sécurité civile, même si là, forcément, Noémie a déjà une charge énorme avec ce sujet-là, mais on aura, nous, comme objectif de pouvoir faire des modules SALAM, des modules action sociale, des modules peut-être de salariés qui vont, ou d'étudiants Omnes, qui est une école de commerce avec un groupe d'écoles de commerce avec qui on travaille, qui pourraient nous fournir des modules d'étudiants qui vont venir nous renforcer en logistique ou au niveau du COT. On a là un enjeu opérationnel important, et donc du coup on remonte ces modules à Noémie et Florent. Dans le meilleur des mondes, ils ont tous les modules qui sont parfaitement remplis, et là du coup je laisse Florent et Noémie nous expliquer comment ils composent avec tout ça. Ah, super simple, super facile. Alors déjà, faut apprendre juste à tous les modules complets. Moi, je suis content. Comme ça, je peux aller me promener, je peux faire le tour des sites. Ah non, parce que les accrèdes ne le permettent pas. Mais je peux, en tout cas, aller vous voir sur le terrain, et ce qui est quand même bien plus agréable que de continuer à chercher les modules. Je prends la parole avant Noémie, parce qu'en fait, il y a 2 points qu'il faut bien voir. C'est que si vous attendez le 8 mai, comme on vient de vous dire, on est mort. Puisqu'en fait, les accréditations, c'est avant la fin mars qu'on doit les avoir faites. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va arriver très vite, là. Très, très vite, de se dire, j'ai envie de participer au jeu, et ben, je fais mon accred. Je vais être criblé, je vais avoir une accréditation, machin chose, mais juste j'ai envie. Je sais pas si je suis dispo ou pas, c'est pas grave. Faites une accred. Ça, c'est le message qui est important, parce que si on n'a pas d'accréditation, on pourra pas être dans les dispositifs des jeux. Donc ça, on a un vrai problème. Et Alors, ça, sur on doit être à l'aspect- 80%. Avant des accrèdes. d'aller sur l'histoire des modules, sur l'aspect accréditation, c'est uniquement pour les sites olympiques, parce qu'on parlait de toutes les activités annexes qui vont être générées. Ça intègre tout, pas tout. On parle de criblage. On a l'expérience de ça sur d'autres missions, mais c'est vrai que là, ça revient sur le devant. Ça consiste en quoi ? Il y a plein de choses différentes en fait. Hein. On parle de plein de trucs différents. D'abord, quand on parle de volume de chiffres aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, ce sont les dispositifs prévisionnels de secours qui sont mis en place à la demande de Paris 2024 sur les sites de compétition. Tous les sites de compétition de Paris 2024 sont soumis, doivent avoir une accréditation. Cette accréditation est délivrée par Paris 2024. Pour obtenir une accréditation de Paris 2024, je dois faire l'objet d'une enquête administrative, et donc ça va partir à l'État qui va matcher ses bases, les différentes bases que vous ne connaissez pas. Donc si vous avez des problèmes avec la justice, des problèmes ou des antécédents, etc., ou un proche qui est pas très clair en ce moment, qui est sur écoute, je sais pas pourquoi, enfin voilà. C'est tout ça qui va faire que vous ayez ou pas le côté positif de cette enquête administrative. J'aurai mon accréditation Paris 2024. Accréditation Paris 2024. Pour ça, je dois avoir déposé avant le mois de mars mon dossier. Sinon, pas d'accréditation, je n'irai pas sur un site 2024. Maintenant, il y a tout ce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qui va se faire autour des sites de Paris 2024 par l'État. Il n'empêche que ce sont des sites de compétition quand même, qui sont quand même sous le coup de l'arrêté, qui permettent de dire qu'il va y avoir une enquête administrative. Donc même si je n'ai pas d'accréditation, j'aurai quand même une enquête administrative, donc on va me redemander l'ensemble des éléments, etc. Comme toute enquête administrative, il y a 3 réponses. C'est oui, peut-être, non. C'est ça que je voulais juste aborder justement sur qu'est-ce que nous on sait de l'enquête administrative ou pas. Alors nous on saura oui, non. Voilà, point. Seule la personne peut demander auprès de l'autorité de police pourquoi il a été refusé. C'est la seule chose qui peut être faite. Après, on a l'expérience de ça sur un certain nombre de dispositifs. Hein. Ça a commencé à l'Euro 2016, enfin la COP 21 plus exactement, juste après les attentats de 2015. L'Euro 2016, on a des gens qui ont un coup ils passent, un coup ils passent pas, un coup ils passent, un coup ils passent pas. On sait pas pourquoi, mais même eux savent pas pourquoi des fois. Et même la préfecture ne sait pas complètement pourquoi. Donc faut pas non plus s'arrêter sur le dispositif. Mais c'est un temps qui est important. Pour ça, il va falloir avoir sa pièce d'identité valide. Et il faut avoir sa pièce d'identité valide au moment où je dépose ma demande d'accréditation et qu'elle soit valide jusqu'au jour où je vais aller retirer mon accréditation auprès de Paris 2024, donc en septembre 2024 par exemple. Donc il ne faut pas que je me loupe sur ma pièce d'identité, il faut qu'elle soit valide jusqu'en octobre 2024. Donc si vous avez une pièce d'identité de moins de 10 ans, je vous incite de plus de 10 ans, je vous incite à la refaire parce que vous allez avoir un souci pour pouvoir y aller. Donc il faut s'y prendre maintenant
puisque les premières accréditations pour les Jeux Olympiques, pour les dispositifs de Paris 2024, c'est avant la fin mars. Donc c'est maintenant qu'il faut faire sa pièce d'identité pour pouvoir déposer son accréditation. Ok, donc ça va venir assez vite finalement dans l'organisation et pas besoin à ce stade de savoir est-ce que je suis dispo ou pas sur l'émission ou d'être inscrit. Je peux directement faire ma demande d'accréditation. Est-ce que j'ai envie de participer à l'événement planétaire de août et septembre 2024, en tout cas, sur ce dispositif? C'est ça la question. Si j'ai envie d'y participer, je le fais. Si j'ai un doute, je le fais. Ça m'engage à rien. Si ça va donner du boulot à l'équipe, Noémie est en train de me maudire. Enfin, c'est surtout Juliette qui est pas là aujourd'hui qui va me maudire. Mais c'est pas grave. Plus on aura de monde accrédité, plus on verra les choses tranquilles. Moi, très honnêtement, si j'ai pas 6000 accrédités dans la base, je vais pas être bien. Voilà. Moi, c'est mon chiffre. Je veux qu'on passe les 6000. Sinon, je sais que ça va être compliqué. Deuxième chose que je voulais dire tout à l'heure, mais tu m'as coupé avec tes questions. Excuse-moi, je voulais l'aspect technique. Il faut juste apprendre un truc, et il faut qu'on reste humble sur ce dispositif. Il y a plein de choses, on ne sait pas. Je ne sais pas, je n'ai pas l'outil. Oui, on y a pensé, on commence à y penser, mais en fait, j'ai pas la solution. Voilà. Donc, on parle de slot, on parle de module. Excuse-moi, parce que je prends un coup non différent. Comment on va le gérer exactement? Tu voulais parler de l'outil. Pour l'instant, je l'ai pas. Très honnêtement, je ne l'ai pas. Parce que il faut avoir le concept, on l'a échangé, il faut l'éprouver, et c'est aussi l'importance d'une journée comme aujourd'hui, parce que c'est tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, tout ce qu'on avait pu nous dire, qui nous font changer parfois des choses, tous les échanges qu'on a avec les uns et les autres, et c'est parce que c'est un travail collaboratif avec les responsables d'activité, des autres départements aussi, d'autres volontaires, on propose des choses et ils disent non, c'est complètement con, arrête, vous avez craqué, ou ouais, c'est super bien. C'est ça qui est important aussi. Et nous, on a besoin de ces retours, surtout quand on n'est pas tout le temps sur le terrain, qu'on est un peu trop au siège, comme Rodrigo me le reproche tout le temps, parce que je viens pas assez souvent vous voir. Mais c'est important de l'avoir et admettre qu'on peut se dire aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a des choses, franchement, je ne sais pas. Ok, Noémie aussi, tu sais pas? Justement, il y a juste quelque chose qu'on sait qui est assez important et on a eu l'information que très très récemment. On vient d'apprendre on sait de manière sûre que on ne peut pas être volontaire Paris 2024 et bénévole associatif. Pour la partie accréditation, ce n'est pas possible. L'accréditation vous donne des droits d'accès sur certains sites. C'est limité par des zones. Un bénévole Croix-Rouge, par exemple, aura du coup les droits à toute la partie zonage médical, on va dire. Je ne sais pas comment c'est exactement fait dans leur plan, mais tout bénévole qui est dans un poste de secours, du coup, aura accès à tout ça. Un volontaire Paris 2024 peut avoir accès à une toute autre zone. Et du coup, il y a incompatibilité dans les accréditations de pouvoir faire et volontaire Paris 2024 et bénévole. Du coup, petite information, mais choisissez le bénévolat. Sur ce sujet, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et pour tous celles et ceux qui ont déjà l'habitude de gérer des événements, peut-être pas de cette taille-là, mais il y a plein de choses qui focalisent notre attention aujourd'hui, qui ne seront pas du tout problématiques. Et beaucoup de choses dont on ne voit pas le problème aujourd'hui et qui vont devenir problématiques. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est surtout dans ces échanges et qu'on va vous envoyer tous ces éléments-là, qu'on arrive à quantifier rapidement l'impact que ça a chez nous. Je m'explique, on parle des bénévoles volontaires, mais plus largement, si vous êtes dans une société qui a demandé des accréditations, on peut avoir des problèmes aussi sur le fait d'avoir tout simplement la double accréditation. Bon, alors, le problème, il est chez eux, il n'est pas chez nous. Donc à un moment, on va voir à quel point cela impacte en termes de volume. Parce que soyons rassurés aussi que si demain on leur dit que du coup leur système fait qu'on ne peut pas remplir de volontaires, vous l'avez bien entendu, et j'y mets une touche optimiste, mais vous l'avez bien entendu ce matin aussi, on a des réalités, il faut qu'on soit pragmatique et lucide sur les complexités des JOP, au même titre qu'on a des sujets sur l'emploi de quelqu'un qui a la PHP, et qui est infirmier, qui est policier. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à le quantifier pour pouvoir traiter le sujet à la hauteur de l'impact que ça va avoir pour nous opérationnellement. Donc, on aura un vrai besoin que vous puissiez faire les relais et qu'on gagne du temps surtout. On va commencer cette démarche rapidement. Pour le moment, il y a des délais qu'il faut qu'on respecte. Et de toute manière, c'est un long chantier, mais plus on fera des quantités importantes de bénévoles et de criblage et tous ces sujets-là, plus vite on arrivera à avoir des éléments de réponse nous aussi et se préparer au mieux et se concentrer aussi sur les sujets dont on n'a pas encore les éléments.
Et il y avait la question justement, avant que je te coupe sur les détails techniques, sur la gestion de ces modules, où on a compris que ça allait être vecteur pour gérer des expériences différentes pour les bénévoles, permettre de mobiliser tout le territoire pour des territoires qui n'auraient aucun site olympique et aucune mission, de pouvoir finalement profiter aussi et venir en soutien des territoires. Comment à l'échelle nationale, alors Noémie ou Florent, ça va est-ce que vous avez une idée un petit peu de la manière dont ça va s'organiser? Alors, avant que le national que Florent te réponde, ce qui est important pour nous des modules, c'est que c'est aussi une occasion d'avoir un plaidoyer opérationnel. C'est-à-dire que si on juge nécessaire ou indispensable, je prends l'exemple sur Paris, de nous dire la cause des personnes fragiles et donc du coup des personnes isolées qui ont une faible mobilité est un sujet qui est important pour nous, un sujet qui est dont nos élus, nos cadres jugent que c'est un sujet qu'il faut porter. Et bien du coup, c'est quelque chose qu'on va pouvoir créer dans le module. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'une fois que c'est planifié, ça veut aussi dire que l'énergie qu'on a, c'est-à-dire notre ressource, on arrive à l'employer sur les sujets qui nous semblent importants et pas juste dans l'urgence. Ça, c'est l'objectif. C'est très idéaliste, mais c'est quand même un objectif sur lequel, à 10 mois de l'événement, on peut encore se permettre d'être idéaliste sur certains sujets, en espérant qu'on arrive à transformer l'essai. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore dans un moment où on peut se dire couvrir nos activités, la quantité d'activités sociales est au même niveau d'importance que la sécurité civile, avec des contraintes différentes, pour plein de raisons. Et donc, du coup, on le met au même moment dans nos modules et dans la manière dont on va répartir notre ressource. Pour le niveau territorial. Au niveau national. Je vais essayer de y répondre. Non, c'est ce que Rodrigo a déjà expliqué, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a des côtés où on n'a pas encore d'idée, on n'a pas d'idée arrêtée, ça c'est très clair. Il y a des côtés où on n'est pas complètement, on n'a pas complètement les données, mais parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi savoir dire je sais pas. Moi, j'ai plein de boîtes. En fait, j'ai un dispositif avec plein de boîtes. Ces boîtes, elles ont des noms. Ça s'appelle logistique, ça s'appelle effectif, ça s'appelle voir. Et bien souvent, les boîtes, elles sont encore vides. Ou en tout cas, il n'y a pas grand-chose dedans pour être très clair. Sur le côté, comment ça va se répartir, aujourd'hui, comment ça va se répartir, pouvoir répartir, c'est déjà avoir un outil. Donc, effectivement, là, on va parler outils. On est déjà à la recherche d'un outil qui va nous permettre de le faire correctement et de pas oublier des modules, de pas oublier des choses. Donc, c'est déjà ce sur quoi on est en train de faire. Bien évidemment, un outil, ça fait pas tout. C'est comme les mails, ça marche pas pour motiver les gens. À un moment donné, l'outil, il faudra bien vérifier ce qu'il a fait. Et puis, faire attention aussi aux desiderata des gens. Desiderata des volontaires autant que possible dans ce qu'on va faire. Donc c'est ces temps qui vont être importants. L'idée de base c'est j'ai un dispositif, on parle d'un dispositif de secours parce que c'est plus facile entre guillemets, c'est une équipe de poste de secours, une équipe d'intervention, un binôme, c'est 4-2, c'est assez simple en soi, enfin 4-2 plus l'équipe d'encadrement, donc je peux avoir un module de 4, un module de 2, je peux avoir un module d'équipe d'encadrement. C'est assez simple de le découper, de le proposer à un certain nombre de territoires et en fait ces modules de les repositionner en fonction, en essayant de travailler sur une expérience et on va parler de parcours de jeu ou d'expérience au cours de jeu. Là où ça se complexifie, c'est que dans le parcours de jeu, je peux pas m'arrêter qu'au module non plus. Il faut aussi que je prenne en compte que de mon expérience de mes modules, j'ai des gens qui viennent de Paris Petite Couronne. Oui, on va s'envoler c'est la tempête. Ouais. J'ai pas vu la vigilance violette. Elle est en Guadeloupe. Elle est pas ici normalement, mais c'est ce que je veux dire, c'est aussi la diversité entre la personne qui vient de province, qui va dormir en Île-de-France, et la personne qui habite en Île-de-France, qui va venir le matin, qui va rentrer le soir, qui va obligé de se lever, enfin voilà, celui de province pareil sur l'hébergement, qui sera malade truc-muche, entre venir récupérer son accréditation, qu'il aura peut-être pas parce qu'il y aura une erreur sur son prénom, parce qu'il y a une erreur sur sa pièce d'identité. Ensuite, l'emmener à l'hébergement, qui est bien une place à l'hébergement, puis le mettre à disposition d'un PRM, en tout cas d'un point de rendez-vous. D'un territoire, un jour Paris, un jour 78. Enfin voilà, ça fait encore beaucoup de choses qui posent question, où on doit encore affiner avec tous, affiner avec les différents départements, et aussi en fonction des
des horaires des DPS, c'est pas simple. Enfin, vous en avez qui commencent où il faut être présent à 7h ou 6h du matin sur place. Donc, comment vous faites pour y aller? Il y a une super idée, on m'a proposé 200 vélos pour partir de l'hébergement et aller vers les postes de secours. Le problème, c'est qu'on va se les faire piquer au bout d'une journée, parce qu'ils ont oublié les antivols. Bon, c'est vrai. Et puis, on les met où? En fait, c'est tout un tas il y a tout un tas de sujets qui sont énormes à traiter. Il n'y a pas de stationnement sur les sites. Le site, il y a 0 stationnement. Il y aura le stationnement pour le VPSP, point barre. Il n'y a pas de stationnement pour une voiture, il n'y a pas de stationnement pour déposer quelqu'un. Donc ça veut dire que si on emmène quelqu'un en véhicule, c'est forcément avec un chauffeur, parce que le chauffeur, il dépose, il s'en va. Donc on n'aura pas le choix. Donc c'est encore tous ces points qu'il faut travailler en parallèle. On revient sur le parallèle, je suis désolé Rodrigo, mais travailler en parallèle pour pouvoir se dire ensuite exactement comment on va dérouler réellement, concrètement, en essayant d'avoir le moins de surprises possible. C'est bien sûr qu'il y aura des couacs, bien sûr qu'il y a des trucs qui marcheront pas et qu'il y a une partie c'est de la conduite d'opération, mais avoir le moins de surprises possible en essayant de dérouler ces différents aspects. C'est vraiment 50 milliards de défis en même temps. On parle de 40 marathons de 2 mois, mais dans les marathons, vous rajoutez les marathons logistiques. Hein. Le matériel, il arrive 2 jours avant sur les sites. Hein. Vous avez un site qui ouvre 2 jours avant, vous déposez le matériel, parce qu'après vous pouvez pas le déposer. Et puis il reste pendant tout le temps que le site va être actif, et vous le récupérerez que 2 jours après. Le réassort du matériel, il se fait entre 5h et 7h du matin. Pas à 4h30, pas à 7h30, c'est entre 5h et 7h. Si vous avez votre accréditation, si votre véhicule est accrédité, etc., etc. Donc c'est encore beaucoup il y a beaucoup de défis, hein, il y a des défis partout, et qu'il faut essayer d'avancer, puis les remettre en parallèle, réavancer, les croiser pour ne pas se tromper en fait. C'est ça l'enjeu qu'on a. Et en même temps, vous faire plaisir et que vous éclatiez le jour J. Je pense que nous on va souffrir, mais le but c'est que vous éclatiez. Merci Florent. On a balayé pas mal de choses, on est allé parfois un peu dans le technique, on a pris conscience d'un certain nombre de choses qu'on ne connaissait pas encore, mais avec quand même des idées claires sur certains sujets. On vous propose maintenant de vous donner la parole si vous avez des questions, évidemment. On est complètement disponible pour y répondre. Alors, je crois qu'ici, on n'aura pas de micro pour... Voilà, donc il faudra parler assez fort. On peut commencer par là-bas. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses, parce que d'abord, les JO, effectivement, ce n'est pas que Paris. C'est Paris, c'est le 93, en tout cas pour les sites sur lesquels on participe, c'est Paris 93, 78, 77, Nantes, Lyon, Marseille. Nous, on parle pas que Paris, c'est parce que là, on est à Paris, donc effectivement, on parle de Paris. Après, ça s'appelle Paris 2024, donc c'est ça qui pose problème. Donc, on raisonne sur la globalité. On raisonne sur la globalité parce qu'il y a aussi un principe d'unicité de l'ensemble. C'est-à-dire que l'expérience qu'on va offrir aux bénévoles parisiens ou les bénévoles qui vont venir à Paris doit être la même que je sois à Marseille, que je sois à Lyon ou à Nantes. Ça, en tout cas, c'est un impératif. C'est l'égalité sur les territoires. C'est le respect de l'ensemble des acteurs Croix-Rouge et qu'on offre la même chose. Ça, j'y tiens énormément. C'est quelque chose sur lequel je marche énormément. On est parti sur le principe que ce dispositif, c'est une situation d'urgence, c'est un grand rassemblement de foule, c'est une situation d'urgence, c'est une crise si on veut, même si c'est une crise qu'on est en train de préparer, à l'inverse de toutes les crises qu'on subit, on est en train de le faire bien en amont. Et pour se préparer, donc en fait, le conseil d'administration nous a validé le fait que du 8 mai, ça je reprends cette date toujours, du 8 mai 2024 au 8 septembre 2024, le règlement de l'urgence et des opérations s'applique sur tous les dispositifs en lien avec les JO. Ce règlement, il me permet quoi? Moi, c'est mon plus gros outil. En fait, c'est mon outil législatif, si on veut, hein, mais c'est mon outil qui me permet de dire que qu'il n'y a qu'une seule direction d'opération,
même au siège. Il n'y a qu'une seule direction d'opération, il n'y a qu'un seul directeur d'opération. Pour l'instant, c'est encore moi, la DG et le président sont partis, ils m'ont pas encore viré, donc a priori c'est moi. Il n'y a qu'un seul directeur d'opération et ça va se décliner pareil. Il y aura qu'un seul directeur d'opération dans chaque département. Le responsable de l'opération, parce que c'est une opération d'urgence, c'est le président territorial. Et derrière, ça nous permet de mutualiser l'ensemble des moyens. Moyens humains, moyens matériels. Il n'est pas question que j'ai une unité locale qui me dise mon camion il sort pas parce que c'est pas mon chauffeur, c'est pas ci, c'est pas ça, et puis qui c'est qui va payer mon kilomètre ou mon essence, ou qui c'est qui va payer la franchise si jamais j'ai un accident, ou l'emmener au garage, etc. Je peux vous le raconter, je connais par cœur, hein, je l'ai vécu 50 milliards de fois. On est à la Croix-Rouge française, on a la chance d'être une association unique et pas une fédération. C'est notre force. Donc on va appliquer ce règlement et donc il y a un pilote dans chaque département qui est le président territorial. C'est lui qui est responsable de l'action. C'est d'ailleurs lui qui a une délégation de pouvoir du président national. Le président territorial, il va nommer un directeur d'opération qui sera en lien avec le siège et c'est ce directeur d'opération qui va piloter les actions de son département. Donc chaque département en fait va gérer son dispositif. Pourquoi ? Parce que s'il se passe quoi que ce soit, le patron de la crise dans le département, c'est le préfet. Donc si on n'a pas un relais Croix-Rouge en face du préfet, si c'était à l'échelon zonal, à l'échelon national ou je sais pas quoi, en fait ça marcherait pas. Moi mon interlocuteur c'est le ministère de l'Intérieur, c'est éventuellement la CIC, etc. Enfin généralement c'est personne qui répondent pas au téléphone. Mais c'est ce niveau-là. C'est la zone de défense, mais à l'échelon zone. Alors la zone de défense, je la traite directement. Sauf que à Paris, la zone de défense, elle a deux missions. Elle a une mission de préfecture. Elle a une mission de service interdépartemental de protection civile et elle est censée avoir un centre opérationnel départemental, j'ai bien dit censé, avoir un dispositif de gestion, de coordination de la zone. La zone de défense, c'est un dispositif de coordination. Elle n'a aucun pouvoir de décision sur le 77, au quotidien, sur le 77, le 78, enfin sur la Grande Couronne. Pour les JO, c'est en train de bouger, il y a des aménagements. Sauf que c'est comme partout, il y a des jeux de personnes, hein. Le préfet de police de Paris, même s'il est très fort, le préfet du 93, il va pas lui lâcher grand-chose. Hein. Son Stade de France, c'est son Stade de France. Hein. C'est lui qui va décider de ce qu'il y aura dans le dispositif du Stade de France, même si c'est le préfet de police qui a le pouvoir, qui a un pouvoir écrit. Hein. Il y a aussi la réalité du terrain. Donc c'est important en tout cas, c'est les échelons zonaux, c'est nous qui les traitons en direct. Et ça, c'est un jeu du quotidien. Hein. C'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. On travaille avec la zone de défense, c'est nos interlocuteurs au même titre que la délégation territoriale de Paris. C'est des interlocuteurs du quotidien, à nous de faire la différence. Des fois on dit ça, non, c'est pas mon domaine de compétence, c'est Paris, c'est pas moi. C'est le marathon de Paris, je vais pas aller organiser le marathon de Paris, c'est pas mon job, c'est le job de la DT. Vous faites ça au quotidien, vous faites ça bien mieux que moi. Par contre, c'est vrai que moi je vais aller travailler sur les inondations de la Seine, où là on va parler de 800 000 personnes déplacées, de problèmes alimentaires, etc. Enfin, on est dans l'au-delà, hein, où on parle d'assistance internationale. Ça, oui, c'est mon quotidien. Mais c'est bien la différence entre les deux. À nous de jouer cette différence et que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce qu'on travaille au quotidien avec les DT d'Île-de-France, parce que on a un lien avec les PDT, avec les DT US, avec les responsables d'opération, parce qu'on s'entraîne, parce qu'il y a le plan Aramis, il y a la refonte du plan Aramis, il y a aussi la journée nationale d'exercice le 25 novembre cette année, le 13 octobre 2024. Je peux vous dire que c'est la prochaine journée nationale d'exercice. Ça fait plaisir à mes collègues. Donc c'est parce qu'on travaille ensemble au quotidien et parce qu'on se connaît au quotidien et qu'on s'écoute que ça fonctionne. Ce qui est important dans le dispositif, c'est chaque département est patron de son dispositif, mais chaque département a aussi la main sur l'ensemble des moyens. C'est-à-dire qu'il faut arrêter il faut qu'on casse nos silos, qu'on casse nos petits quartiers, nos petits prérequis, etc. Et c'est bien en mutualisant nos moyens qu'on pourra avancer. Pour les matériels, parce que j'ai foutu le bordel en parlant des matériels tout à l'heure, pour les matériels, le siège a investi, la Croix-Rouge a investi, parce que que ce soit le siège ou une unité locale, c'est toujours la même caisse au final, hein, c'est toujours les mêmes comptes. Donc on a investi dans du matériel. On a investi 4 millions d'euros cette année pour acheter des lots de secours, des ambulances et pour bloquer ces lots dans ces dispositifs au maximum. Il y a encore une organisation à trouver, mais on va bloquer des lots neufs au maximum dans ces dispositifs pour garder aussi la capacité opérationnelle des territoires. C'est ça qui est important.
garder cette capacité opérationnelle pour intervenir sur tout ce qu'on fait au quotidien, pouvoir continuer à faire nos maraudes, continuer à faire nos plans de secours, continuer à être présent, en tout cas là où les gens nous attendent. L'État, des fois, ne nous attend pas toujours, mais en tout cas là où les gens veulent voir la Croix-Rouge et ce que vous faites, vous, au quotidien, ce que vous avez construit au quotidien. C'est ça qui est important. Merci Florent. Une autre. Alors, on a fait là il y avait non. Il y a. Oui. Peut-être, Johan, récupérer les questions en même temps. Oui. Ça nous. Et on va un peu enlever le micro à Florent de temps en temps, et je pense qu'on y arrivera. Ok. Alors on vous écoute. Ok. Est-ce qu'il y avait une question similaire de cet ordre-là? Ok. Faites la liste des courses. Les indépendants, salariés. Ok. D'autres, donc les autres questions concernaient. Ok. Rattrapage. Aujourd'hui, tu as déjà la réponse dans ta question. Et la quatrième question. Alors, oui. Bah, c'est en lien. Ouais. Je vais répondre sur tout ce qui est Ouais. RH. Ok. Théotime. De manière très simple, tout à l'heure, Rodrigo, tu évoquais dans notre atelier conférence que les ressources qui nous manqueraient principalement au moins, on sait déjà, parce que c'est le cas sur notre opération, ce sont les cadres intermédiaires. Ainsi, on ne va pas se mentir aussi, les chauffeurs VPS et les chefs d'intervention. On va avoir ces ressources, au moins on en a disponibles dans plein de territoires en France, qui organisent déjà tout au long de l'année des dispositifs de moyenne et grande envergure. Les réseaux de secours, ça n'existe pas que sur le territoire francilien. Comment est-ce qu'on peut favoriser ces territoires qui ont déjà ces viviers à venir sur Paris, on va dire aller à partir du 1er novembre jusqu'au 8 mai, pour venir se former, pour venir aussi finalement grossir les effectifs qui pourront demain peut-être être chefs de secteur ou être chefs de dispositifs de moyenne envergure, être chauffeur sur un réseau de secours. Comment est-ce que déjà il y a quelque chose qui a déjà été pensé là-dessus pour ces personnes-là? Ok. Merci. Oui. C'est que nous, à Paris, on a des prérequis qui sont nécessaires aux chauffeurs VPSP ou UCI, qui ne sont pas les mêmes en dehors du territoire. En dehors du territoire, on peut être chauffeur VPSP. Comment ça va s'appliquer du coup quand ils vont venir à Paris? Très bien. Alors, Du coup, à vous. il y a un volet RH, il y a un volet emploi. Je vais répondre à ces questions-là. Et sur les criblages, je laisserai l'équipe criblage en parler. Sur la partie engagement, en tout cas, il y a un lien avec toutes vos questions. Il y a une réponse de base, c'est le principe de réalité. Et le principe de réalité va nous amener aussi beaucoup de solutions, malgré tout. Encore une fois, on a l'événement est dans 10 mois. Puis, a priori, c'est validé.
Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment les JOP qui ont lieu et le préfet n'avait pas l'air de douter ce matin. Donc à partir de là, même si on a des ambitions qui sont fortes, le principe de réalité va nous amener des réalités RH, des réalités de notre capacité à gérer et notamment sur l'emploi. Sur le volet d'abord RH, eh bien, vous avez fait le lien parce qu'il y a effectivement des dispositifs par les entreprises. Alors, vous avez utilisé le terme de bénévole. Il y a des entreprises qui autorisent le salarié à faire du temps de bénévolat. Donc, c'est-à-dire qu'elles lui laissent une certaine flexibilité pour pouvoir prendre des jours de congé. Ça, c'est une configuration. Une autre configuration, c'est l'employé qui, l'employeur qui a un dispositif permettant à son collaborateur de faire des missions de bénévolat tout en étant rémunéré. Et là, on vous parlait de la plateforme Vendredi. Il y en a d'autres. En tout cas, la plateforme Vendredi est une plateforme qui fonctionne pas mal. On commence à avoir de plus en plus de monde. On a également des mises à disposition et du mécénat sur de courte durée où on a des informations à vous donner qui peuvent être intéressantes. Maintenant, il y a un double enjeu. La Croix-Rouge, nous, on a un enjeu de rendre accessible ça. Et on le fera pas tout seul, parce que ça dépend aussi de tous nos partenaires institutionnels. Et tout au long des échanges aujourd'hui, vous avez entendu vous avez vu que nos partenaires l'ont entendu et l'ont bien pris en compte. Et le principe de réalité accélérera ou pas ces processus. Maintenant, pour être pragmatique, vous avez un rôle à jouer pour pouvoir être vos propres ambassadeurs et convaincre vos entreprises et vos patrons de vous laisser et d'utiliser ces modalités. Et c'est là où on a un rôle complémentaire à jouer. Venez nous voir en dehors de cette conférence, mais venez nous voir pour essayer de nous dire qu'est-ce qui vous serait nécessaire ou utile pour essayer d'aller convaincre votre employeur. Parce que c'est un peu la logique sur laquelle on est, notamment avec les services du siège, c'est de se dire, écoutez, en attendant qu'on arrive sur le volet légal, tout ce qu'on peut faire pour essayer déjà de rendre plus accessible un paquet de dispositifs qui existent et qui sont souvent méconnus de l'employeur. Et ça, c'est un enjeu fort. Donc, venez nous voir sur ces volets-là. Sur le volet indépendant, c'est une excellente question sur laquelle, malheureusement, pour le moment, je n'ai pas beaucoup de réponses à vous apporter. Le statut d'indépendant apporte beaucoup d'avantages dans la vie de tous les jours et apporte des limites. Alors, oui, fiscalement, est-ce qu'il y a des modalités? Il faudra l'étudier, potentiellement. On verra ça avec les équipes. Mais bon, de la même manière que votre employeur, lorsqu'il vous met à disposition, finalement, quelqu'un finit par payer l'engagement, donc le temps d'engagement. Il faudra qu'on voit, mais là, c'est un peu une question assez précise sur laquelle, pour le moment, en tout cas, on n'a quand même pas non plus énormément de réponses. Et également, même si la question n'a pas été posée, mais pour celles et ceux qui n'étaient pas à la conférence, par rapport au public qui ont d'autres missions sur lesquelles ils sont réquisitionnés. Bon, même si cette réquisition, non, est pas bonne, mobilisés sur une période longue, quelle est la capacité qu'ils vont pouvoir à faire d'autres choses. Donc du coup, sur ce même principe de réalité, je m'appuie pour vous répondre sur la particularité des accréditations. Je vous réitère le même discours qu'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris 24 nous dit que c'est comme ça. Mais vous savez, il y a peu de certitude. Et on a plein d'autres exemples de choses où il y a 6 mois ou 10 mois, Paris 24 nous disait c'est comme ça. Et au fur et à mesure du principe de réalité, les choses changent. On a entendu tous les médecins seront bénévoles. Certaines réalités changent. On a entendu on sera tous partenaires et tout le monde va faire ça d'une autre manière. Et les réalités changent. On a une époque où il était question de nous enlever nos tenues et d'avoir une tenue unique. Et le principe de réalité a permis que certaines choses ont évolué, et plutôt dans le bon sens. Donc, à un moment, Paris 24, même s'ils ont un mindset, une vue très différente de nous, à un moment, leur objectif, c'est quand même qu'on arrive à couvrir. Ça, il faut quand même le garder en tête. Donc, même si parfois on parle pas la même langue, il est vrai, ils n'ont aucun intérêt qu'en fait les 3/4 de nos équipes ne puissent pas être mobilisées. Ça, il est quand même en tête. Même si on a des complexités parfois à travailler avec eux, on a quand même un objectif commun, c'est la continuité de l'activité pendant ces jeux. Voilà pour le volet RH. Pour le volet emploi, c'est pas une question anodine, et donc du coup, je reprends un peu les deux questions. Principe de réalité, quelle opportunité? Parce que ce sujet, on se le traîne depuis quand même très longtemps. Donc là, au moins, on n'a pas trop le choix que de le traiter. Oui.
pendant les JOP, on va avoir des bénévoles de tous les territoires qui vont venir chez nous. Alors, ça veut dire qu'il faut que collectivement, on se prépare à travailler ensemble. Parce que malgré le principe d'unité, on a parfois des singularités qui prennent le dessus sur nos capacités à travailler ensemble. Mais ça veut aussi dire qu'il va falloir que nous, et là je me mets en tête de file, mais nous, Parisiens, on arrive à travailler notre capacité d'accueillir l'autre, de ne pas considérer qu'il est moins compétent, même s'il est différemment compétent. Et ça va nous arriver sur des formations, des diplômes. Donc là, on a des sujets sur lesquels il va falloir que nous aussi on travaille sur nous. À la question qui a déjà été remontée de dire oui, mais ils n'ont pas l'équivalence de Paris, ils n'ont pas le côté réseau de secours, ils n'ont pas. Eh bien, quelle belle occasion de revoir, simplifier des choses qui ont parfois fait leur temps, qui sont arrivées pour des raisons précises, mais qui là, au vu des événements, il va falloir qu'on simplifie et qu'on s'harmonise avec l'ensemble du territoire. Ça serait une belle occasion pour nous de les faire monter en compétence sur certains sujets, et on en est convaincu, ils vont nous faire monter en compétence sur un paquet d'autres sujets. Ça, c'est certain. Donc, à nous de voir, et notamment ensemble, mais bon, je pense que c'était une question qui invitait déjà une réponse, à qu'on puisse nous aussi nous assouplir et apprendre à travailler ensemble, et dès maintenant. En tout cas, les frayeurs que vous pouvez entendre à droite à gauche sur le fait oui, mais eux ne connaissent pas, je l'ai déjà entendu pour tout, pour la maraude, pour le secours, eh bien il va falloir trouver des solutions parce que le fait est qu'on va tous travailler ensemble. Et sur le territoire parisien, entre autres. Non, oui, mais pour le coup, il faut que ce soit très clair que c'est une évidence qu'on a beaucoup de choses à s'apporter sur des visions différentes, sur des compétences différentes, sur la gestion. Donc il n'y a pas de doute, mais cet exercice, il commence surtout par nous. Et je pense qu'on est tous convaincus de ça et qu'on est en bonne voie. Alors, merci pour cette question. Il va y avoir Ok, Bénédicte me dit que c'est bientôt fini. C'est plus que fini, c'est ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir des MGO? Oui. Est-ce qu'il y a un site internet des JO? Oui. Est-ce qu'il va y avoir de la documentation? Oui. Est-ce qu'on va avoir de la littérature dessus? Oui. En ce moment, les documents que nos amis du siège sont en train d'écrire pour les JO, c'est chaque dispositif, il y a 30-40 pages. Maintenant, 50 pages, excusez-moi. C'est parce que Florent est là, c'est ça? Au moins une centaine de pages. Non, mais c'est juste pour la préfecture. Non, mais l'idée, c'est, oui, on va avoir plein d'éléments. Mais par contre, encore une fois, j'en reviens à la même chose, principe de réalité et pragmatisme. Même si là, on mélange salariés et bénévoles, on est tous des équipes de bénévoles. Écrire des MGO, oui, mais il va surtout falloir qu'on se challenge à écrire des choses qui soient réellement utiles, efficaces et dans l'économie de l'énergie dépensée à les produire. Et sur ça, on a beaucoup de travail à faire. Et à commencer par nous l'ADT, faire des MGO qui sont longues nous demande une énergie folle qui est peut-être applicable à un marathon comme ça qui débarque un week-end alors qu'on a un mois pour le préparer, mais qui sont pas transposables lorsqu'on va avoir un ensemble d'événements. Du coup, dès lors qu'on va gérer cette situation un peu comme une situation exceptionnelle, il va falloir qu'on se construise aussi nous des outils et peut-être que nos MGO, enfin je le souhaite, seront amenés à évoluer et notre documentation opérationnelle également. Merci. Je t'en prie, Florent. Non, on a dit plus de questions, mais MGO, etc. Non, mais je voulais dire le mot de la fin. Inscrivez-vous, on compte sur vous. Merci à tous pour les échanges, en tout cas. Merci à vous.